Et salut à tous les amoureux et amoureuses de la chose ludique, c'est Magnum Magister en direct de la bibliothèque. Bienvenue évidemment sur la chaîne Tabula Rasa. Vous êtes évidemment de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos chaque semaine qui vous présentent donc un jeu, une gamme de jeux mythiques ou plus récentes. Cela dépend évidemment de mes préférences, de mes attirances, en clair de ce qui moi m'interpelle ou me plaît dans le monde du GDR. N'oubliez pas évidemment, je préfère vous le dire en début de vidéo, de vous abonner, de laisser des commentaires, voilà, participer à la communauté, rejoignez le Discord, c'est très important. Et j'espère qu'en tout cas cette nouvelle saison, puisque là c'est un peu la rentrée, va nous permettre de voyager et de partir vers de nouvelles aventures ensemble pour découvrir des jeux que vous avez connus dans votre jeunesse, si vous êtes un vieux rôliste comme moi, ou des jeux que vous découvrirez si vous êtes plus jeune rôliste et que vous aurez peut-être intérêt ou envie de découvrir. Et pour cette nouvelle, on va dire, ce nouveau donc On dépoussière, je vais vous présenter cette semaine Empire Galactique, que voici un monument de la SF française, le premier jeu de rôle de SF français en fait paru, purement et simplement, puisqu'il date donc de 84. Moi, ce jeu, je peux dire que j'ai une certaine nostalgie parce que c'est quasiment, je pense, l'un des premiers jeux de rôle que j'ai dû voir de mes yeux vus en bibliothèque. Alors voilà, à l'époque, comme tout le monde, j'ai été évidemment à l'école primaire et on allait chercher des livres à la bibliothèque pour évidemment voilà, emprunter des livres pour la classe, pour nous. Et donc souvent on s'attachait, comment dire, moi je me souviens à prendre évidemment des BD, moi j'aimais beaucoup les BD franco-belges, donc j'empruntais des bandes dessinées. Et j'avais déjà, comment dire, ça je m'en souviens encore, euh, l'envie, comment dire, de découvrir, comment dire, d'autres horizons, et je l'avais fait évidemment en découvrant, j'avais donc à peu près 9 ans, les livres dont vous êtes le héros. Et donc les livres dont vous êtes le héros, il y en avait quelques-uns, comment dire, justement, à la bibliothèque enfantine que l'on pouvait justement, on va dire, voilà, emprunter. Et à côté, comment dire, de ces livres dont vous êtes le héros, eh bien, il y avait ça. Donc, j'ai été quelque peu surpris, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un livre dont vous êtes le héros, mais ça a l'air d'être un peu particulier. Enfin bon, moi j'avais vu ça. J'avais vu qu'on remplissait sa feuille de personnage un peu de la même manière que dans un livre dont vous êtes le héros, qu'il y avait des tables de hasard qui nous étaient présentées, qu'il y avait donc la fameuse feuille de personnage, est-ce que je vais la retrouver, qui d'ailleurs était remplie à l'époque. Voilà, les gens n'étaient pas très très sympathiques et donc ils avaient carrément rempli la feuille de personnage. Et donc voilà, c'est comme ça que j'avais découvert ça et que donc je ne me souviens pas de l'avoir emprunté, mais je l'avais consulté à l'époque et ça m'avait vraiment beaucoup, on va dire, interpellé. Et c'est après que j'ai compris évidemment qu'il s'agissait d'un jeu de rôle qui était donc vraiment perdu au milieu des livres de SF. Il était dans la pile en fait des livres de SF et puis donc il y avait des livres dont vous êtes le héros qui n'étaient pas très très loin. Le rangement était un peu particulier, mais bon, pour des livres qui présentaient, comment dire, quelque chose d'assez nouveau, surtout chez voilà, des bouquins comme ça, format Robert Laffont, les livres de SF, en fait, classiques, donc en particulier les vieilles éditions de Dune, Robert Laffont pour ceux qui les ont connus, ou d'autres, ils étaient dans le même format, en fait. Et donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, le bibliothécaire, voilà, qui ne connaissait pas ce que c'était le jeu de rôle, les avait classés dans cette, voilà, dans ce rayonnage-là. Et moi, voilà, c'est un grand, grand souvenir qui m'a permis en fait donc de découvrir cet empire galactique et donc de déjà, on va dire, voilà, avoir une approche quelque peu étrange, on va dire, une découverte impromptue du jeu de rôle à travers donc ce que on pouvait déjà trouver à l'époque en bibliothèque. Donc il y avait Empire Galactique, mais il n'y avait pas les autres évidemment jeux de rôle qu'on a l'habitude de voir. Alors s'il y avait peut-être après des scénarios justement l'œil noir, un peu par erreur, il n'y avait pas forcément les livres de règles. C'est ça qui était le plus gênant, c'est qu'en fait ils avaient pris probablement les livres parce qu'ils étaient dans le même format que les livres dont vous êtes le héros et en fait ce n'était que les scénarios et donc évidemment on n'avait pas les règles pour les jouer, mais je me souviens que par contre on pouvait les avoir en librairie. Ça, les coffrets, donc les fameux coffrets, on va dire les coffrets, comment dire, comme celui-ci, ceux-là étaient, on pouvait les acquérir déjà en librairie et donc justement à l'époque, pareil, Empire Galactique était disponible également en librairie grâce justement à sa diffusion chez Robert Laffont.
Voilà, ça c'était pour la petite histoire un peu nostalgie pour introduire la chose. Et maintenant, donc, je vais vous parler de ce qu'est ce jeu de rôle, qui est un jeu de rôle mythique. Je pense qu'il y a beaucoup de vieux joueurs qui jouent. J'ai découvert d'ailleurs pendant mes vacances une association qui joue à Empire Galactique encore de nos jours. J'ai trouvé ça assez, on va dire, voilà, je leur en ai parlé, d'ailleurs on en a discuté puisqu'on s'est rencontrés à l'occasion d'un forum des associations. Je salue donc d'ailleurs comment dire, l'association de jeux de rôle de Treillère, donc pas très très loin de Nantes, voilà, et qui justement maîtrise encore on va dire fait partager et fait découvrir ce jeu mythique de SF qui est justement Empire Galactique. Et je trouve ça, comment dire, assez étonnant de voir que le jeu est encore joué et à un endroit des plus inattendus en tout cas. Bon, il joue à d'autres jeux de rôle assez classiques, mais là, franchement, moi en tout cas, ça m'avait assez surpris sur leur plaquette de voir justement qu'ils mettaient Empire Galactique en avant et qu'ils le maîtrisent comme ça encore aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'Empire Galactique? Alors, Empire Galactique, donc, c'est un jeu de rôle de space opéra extrêmement classique qui prend évidemment ses inspirations dans les grands maîtres du genre. En particulier, donc voilà, comment dire, le cycle de fondation. Hein, on est carrément vraiment dedans. Hein, voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on se rapproche le plus de, en tout cas, de fondation que de Dune, même s'il y a un peu de tout en fait. Hein. Il y a un peu de tous les univers de SF qui se mélangent là-dedans, mais voilà, vous y retrouverez surtout, on va dire, l'esprit, on va dire, du cycle de l'œuvre de fondation. Et à la française, donc voilà, comme il date de 84, on est, on va dire, dans les mêmes époques où il y a eu donc la parution donc, de Méga dans Jeux et Stratégie. Et ben donc les uns ont emprunté enfin on voit surtout que Mega a un peu sûrement emprunté à Empire Galactique. Hein. On y retrouve comment dire quelques idées de SF qui sont communes. Donc voilà, c'est parce qu'ils ont les mêmes références. C'est pas forcément que voilà Mega a copié sur Empire Galactique, mais je pense qu'en tout cas ils avaient éminemment des, euh, des références communes pour en particulier justement le voyage FTL, donc Faster Fun, oui FTL, le voyage Faster Fun Light, le Triche Lumière hein, comme il l'appelle en VF, qui donc est présenté de manière on va dire vachement on va dire vraisemblable, hein, très réaliste d'ailleurs dans les suppléments, pas vraiment dans le livre de règles de base, mais dans le supplément. Alors donc là, celle que je vous montre, c'est donc la première édition, donc parue comme je vous le disais en 84. Il y a eu une deuxième édition qui est parue en 87, que je vous montrerai un peu plus en détail, qui elle était en bouquin de poche, mais il y a eu un coffret comme ceci, qui était protégé par un plastique extrêmement moche et qui n'a pas résisté au temps. Mais le coffret, lui, dans le plastique, il est nickel. J'avais eu du bol sur ce coup-là de le trouver vraiment dans un état nickel. Et il est connu surtout, ce jeu, pour quelque chose d'extraordinaire. Ce sont ces encyclopédies galactiques qui sont des monuments en termes visuels, en termes de références, voilà, et puis ben, voilà, c'est un travail formidable donc de son auteur déjà pour le contexte, donc François Nedelec, le feu François Nedelec, qui est aussi connu pour un de ses autres jeux que je vous présenterai probablément un de ces jours dans une autre vidéo ou dans un live, c'est-à-dire avant Charlemagne. Donc il a fait aussi du jeu de rôle historique sur justement voilà, les Mérovingiens et la période mérovingienne dans nos belles contrées. Un jeu historique quand même qui utilise d'ailleurs le même système que la première édition. On est dans le même système de jeu, si mes souvenirs sont bons. Mais surtout le travail, comment dire, d'un artiste fabuleux qui est Manchou, qui est vraiment voilà, qui expose encore. Hein, d'ailleurs, j'ai vu qu'il exposait encore ses œuvres assez régulièrement puisqu'il est de la région, il est de Tours. Et donc, j'ai la chance, comment dire, d'aller à Tours assez régulièrement. Et là, par exemple, tel que, voilà, quand vous allez pouvoir voir cette vidéo qui va être donc diffusée au mois de septembre donc de l'année 2022, pour ceux qui regarderaient peut-être la vidéo plus tard, eh ben, il diffuse régulièrement donc ses œuvres encore, ses œuvres de SF en particulier, au Studio 21 à Tours. Et voilà, on peut en fait voilà, voir ses œuvres et même en acheter certaines, acheter des reproductions. Et franchement, c'est fabuleux tout ce qu'il fait. J'adore son travail. Voilà, quand vous voyez déjà rien que les couvertures, vous vous dites, il a évidemment dessiné énormément de couvertures de livres de SF et il a fait des choses fabuleuses pour justement ce jeu qu'est, on va dire, Empire Galactique. Il lui a donné son identité graphique et il a fait justement
tout l'univers graphique du jeu est indissociable de Manchu quand on parle justement d'Empire Galactique. C'est que vraiment là, l'auteur et l'illustrateur est prépondérant dans justement cette gamme pour nous montrer justement à quel point il peut avoir une importance énorme, le choix en tout cas de l'artiste est vraiment prépondérant pour donner son identité à un univers. Et ce choix a vraiment été pour moi, je pense, voilà, la meilleure décision qu'ait pu prendre l'auteur François Nedelec, qui lui a créé un jeu de rôle de science-fiction, de space opéra, très classique, mais il a été servi vraiment d'une manière prodigieuse par ce travail. Et c'est ça qui, je pense, en tout cas, a contribué énormément à son succès et au fait surtout qu'on s'en souvienne encore de nos jours de ce jeu qui pourtant voilà, n'a pas été un énorme succès, on va dire en termes de jeu de rôle par rapport au grand classique, mais ça reste malgré tout un classique solide, sûr de la SF et en tout cas le premier jeu de rôle, comme je le disais, de science-fiction français à paraître dans nos contrées et donc à se donner quand même une bonne place à l'époque. Il y avait énormément d'articles qui en parlaient dans Cassius Belli. Il y avait une rubrique d'ailleurs régulière dans Cassius Belli qui donnait, on va dire, comme une petite gazette en fait. Des articles en fait justement par François Nedelec qui justement donnait des règles supplémentaires sur justement Empire Galactique. Voilà. Donc la gamme, elle se présente comment elle se présente donc comme déjà un livre de base, que c'est celui-ci, donc qui fait aux alentours, donc celui-ci c'est 280 pages à peu près, donc format roman, format grand format, Robert Laffont, avec évidemment à l'intérieur énormément d'illustrations. Donc vous voyez des illustrations qui, moi je trouve, bon, même si elles sont très très, on pourrait les dire connotées assez années 80, moi je trouve qu'elles passent encore très très bien. Elles sont attachées, comment dire, au style de SF tel qu'il était, on va dire, vu justement dans les années 80. Et voilà, le style reste, je pense, extrêmement intéressant. Donc, en dehors donc, de ces illustrations qui nous montrent des personnages, mais aussi donc des formes de vie, des vaisseaux, de l'équipement. Voilà, on a donc tout ce qu'il faut en termes de jeu pour commencer donc à jouer dans l'univers donc d'Empire Galactique. Donc évidemment, l'univers n'est pas énormément décrit, il est décrit de manière indirecte à travers les présentations évidemment des personnages joueurs que l'on peut incarner, des différentes races également extraterrestres, des différentes donc, professions, donc ce qu'on appelle les castes en fait, sont des castes qui tiennent lieu en fait d'archétypes de personnages. Et on nous décrit en tout cas pour ce premier tome que les grades de 1 à 3, sachant que dans les encyclopédies galactiques, on va dire, les grades supplémentaires de 4 à 6 pour pouvoir donc développer jusqu'à un niveau plus élevé sa campagne, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de système de jeu au niveau système de jeu, c'est un système pour la première édition, puisque dans la deuxième édition, le système change quelque peu. Ils emploient un système un peu plus simple, simplifié, qu'ils appellent rôle, c'est-à-dire ces règles optionnelles limitées à l'essentiel. Voilà, c'est un acronyme pour indiquer donc, que le système a été quelque peu revu et corrigé, et je pense un petit peu plus simple d'emploi, parce qu'il y avait quelques petites choses quand même dans l'Empire Galactique qui pouvaient sembler un peu, on va dire, étranges, en particulier que chaque compétence, comment dire, soit numérotée, elle correspond en fait à un numéro, et qui permet en fait de les retrouver dans le descriptif, et également soit assimilée, comment dire, à des codes d'action voilà, mentale, physique, etc. Et également donc on a des caractéristiques de base, voilà, que sont donc volonté, intelligence, charme, habilité, endurance, force. En fait, on va additionner, comment dire, la valeur donc de cette caractéristique plus la compétence, et on va la multiplier en fait par le résultat de 2d6 pour essayer de battre une difficulté. Et donc c'est comme ça que fonctionne purement et simplement c'est pas compliqué, mais je trouve qu'ils ont quand même un petit peu, avec ce système d'icônes, qui pourtant a l'air plutôt intéressant, intelligent, j'ai l'impression que ça donne quand même un aspect un peu plus, on va dire,
vous voyez, abscons, je dirais, un petit peu plus, on va dire, difficile d'entrer, quoi, parce que ben, voilà, il y a un code en fait à apprendre avant de pouvoir justement rentrer dans le jeu. Il y a tout un système voilà, de numérotation de compétences qui sont assez, qui permettent en fait techniquement de s'y retrouver, hein. Ça a été fait dans un but assez vertueux à la base, mais moi je trouve que c'est pas forcément toujours super pratique. Mais bon, après, bon, c'est un avis. Moi, peut-être que quand je l'ai lu, j'étais plutôt jeune et que donc j'avais pas trouvé ça super pratique. Mais pourtant, bon, quand on finit par s'y mettre, donc vous voyez, il y a deux chiffres en fait qui s'associent, avec la catégorie et le numéro, comment dire, de la compétence dans la catégorie. Et en fait, chaque compétence en fait est liée à une catégorie et à une, comment dire, à l'une des 6 professions. C'est pour ça justement que ça avait été fait de cette manière. Donc, quand on a compris comment dire le principe, ça permet comment dire de s'y retrouver et de comprendre ce à quoi on va dire on a accès, surtout avec le système de petites icônes là ici, qui permettent de dire ben voilà, vous avez accès à ce talent particulier, il est on va dire limité à telle ou telle classe. Voilà, ça permet on va dire finalement de s'y retrouver, mais au départ, il faut s'adapter un petit peu à la manière dont c'est présenté, qui n'est pas forcément, on va dire, évidente de prime abord. Mais une fois voilà, qu'on a compris comment dire le système de classification des compétences par profession, on finit par s'y faire. Alors les 6 professions en question, justement, qui sont jouables. Donc l'aventurier, donc qui est plutôt, on va dire, lui, il a accès à certaines compétences voilà, qui sont liées quand même, mais il peut également il est un petit peu multiclassé. Le prêtre, donc il y a aussi tout l'aspect quand même religieux qui est prévu, donc dans un univers de SF. Donc on pourrait se dire qu'on est un peu dans de la space fantasy d'une certaine manière, et on peut en fait lorgner sur ce sous-genre de la SF qu'est la space fantasy. Le soldat en numéro 3, le marchand en numéro 4, le naviborg en numéro 5, donc c'est le pilote, hein, tout simplement le pilote navigateur, le techno également en numéro 6. Voilà. Donc après, on a un choix de carrière chaque carrière est associée à une caractéristique prépondérante. Voilà. Et en fonction donc de ce code comment dire, de numérotation, on sait tout de suite quelles sont les compétences de classe qui nous sont associées. Voilà. Donc par exemple, pour justement l'aventurier, l'aventurier lui n'est pas associé à des talents particuliers, c'est justement là enfin s'il a quelques compétences qui lui sont vraiment spécifiques, qui sont des compétences un peu d'extérieur, de survie, hein. Donc c'est animal, bateau ou char à voile, c'est d'actualité, automobile ou bateau à moteur ou avion, glisseur ou jet, bulle, antigrave, voilà, c'est surtout des compétences visiblement de comment dire de conduite, de pilotage. Après donc en 2 on a les compétences qui sont plus liées voilà, par exemple en 2-1 télékinésie, 2-2 télépathie, donc là c'est plus les compétences psy, fois 2-3, déguisement 2-4, conscience 2-5, médecine 2-6. Et après on passe aux compétences dans les 3. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine logique, mais pas que. Il y a certaines compétences, ça peut paraître un peu bizarre. Bon, c'était classifié comme ça, je pense qu'ils ont fait au mieux. Mais bon, voilà, ça permet quand même globalement de s'y retrouver assez facilement, je vous dis, quand on s'est habitué au système. Donc on crée son personnage, on a tout un système qui est également sur 6 qui décrit les niveaux technologiques de chaque de ce qu'on peut trouver justement dans les mondes d'Empire Galactique, donc de 1 monde préhistorique à 6 monde de très très haute technologie, avec toutes les variables. Voilà, donc on nous décrit justement tout le matériel qui va donc de l'âge préhistorique 1, donc où voilà, on a bâton, pierre, cuir, torche, voilà. Niveau 2, donc âge pré-industriel, donc on a quand même les épées forgées, etc. Niveau 3, donc âge industriel, voilà, avec à chaque fois donc, des exemples et des véhicules en plus. Niveau 4, l'âge interplanétaire. Voilà. Niveau 5, l'âge interstellaire. Et niveau 6, l'âge intergalactique. Voilà. Donc on a à chaque fois le niveau qui nous est... voilà. Et 86 pages pour, on va dire, la partie du joueur, donc pour créer son personnage, son équipement. Et après, on a la partie maître du jeu,
où donc on nous explique le rôle du maître du jeu, voilà, comment générer un monde, les rencontres, les déplacements, et enfin donc gérer les déplacements avec des vaisseaux, donc vous voyez avec des véhicules quand même, voilà, Manchu il a quand même un style assez reconnaissable, mais que moi je trouve très adéquat pour la SF, voilà, il a les robots également, ou les armures de combat, donc là je crois que c'est une armure, oui c'est voilà, c'est une combinaison blindée de Naviborg, justement de pilote. Toujours avec, je vous dis, des illustrations qui sont vraiment des illustrations aussi d'extraterrestres qui sont plutôt réussies. Euh, donc on n'a pas vraiment, on va dire, le monde qui est décrit de manière très, ou alors vraiment très succincte. Et on a un dit module prêt à jouer. Je vous rappelais que les scénarios s'appelaient modules à l'époque. Donc qui sont donc normalement ça s'appelle c'est les pirates de l'amas de Gion normalement qui est repris après hein, dans les dans les volumes d'après normalement où il est de toute façon tout est trouvable. Alors je vous dis d'ailleurs, c'est vrai que je le mettrai en description, que je n'oublie pas. Tout ce que je vous présente là pour Empire Galactique, on peut le télécharger tout ce qui est le plus légalement et gratuitement donc, sur le site justement d'Empire Galactique. Voilà, donc si le jeu vous intéresse, si vous avez vraiment envie de redécouvrir ou de découvrir ce jeu de SF, tout ce que je vous présente là, on peut comment dire, le télécharger pour pouvoir jouer immédiatement, ou presque, parce que le jeu quand même est très facile à mettre en place, hein, il se lit vraiment rapidement. Voilà, avec à la fin également donc les représentations de tous les personnages qu'on peut normalement découper du livre, hein, c'est prévu, ils mettent des petites comment dire des petits ciseaux là pour dire qu'on peut les utiliser en fait pour illustrer justement les différents PNJ hein, ou les PJ d'ailleurs. Voilà, avec illustration également aussi de l'équipement que vous pouvez aussi détacher du bouquin et les tableaux à la fin, en particulier donc toutes les règles de création de personnages, la feuille de personnage évidemment, les feuilles de tirage de monde. Voilà. Si jamais vous êtes vraiment nul en calcul et que vous ne savez pas faire des multiplications, vous avez même la table de multiplication qui vous est présentée. Ils sont quand même gentils, hein, quand même, hein, un minimum d'effort tout de même. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément matheux chez les rôlistes, mais tout de même. Et donc voilà la feuille de personnage qui est vraiment très sobre. Voilà. Il y en a des modèles un petit peu plus, sexy qui existent hein, de feuilles de personnage. Ça brille un peu que vous pourrez trouver assez facilement. Juste. Voilà, donc ça c'est pour la première édition qui est parue en 84. A suivi dans donc, cette série, si on suit, on va dire, voilà, les scénarios et campagnes. Voilà. Donc là c'est vraiment un recueil Frontières de l'Empire qui rassemble en fait tous les scénarios qui eux étaient parus, on va dire normalement enfin là ils rassemblent on va dire, les scénarios connus qui ensuite vont être présentés en format poche pour la deuxième édition. Donc on a l'astéroïde, qui est un scénario assez, on va dire, classique. Le cas de l'ambassadeur trop protégé, qui existe également en format poche. La nuit des bourrins, qui est on va dire, qui me dit quelque chose, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Le dernier des Kandars, et Marine. Voilà. Donc à chaque fois, on va dire une ambiance assez différente, avec également des errata, des règles supplémentaires qui vous sont données. Voilà, donc ce supplément est sorti, je dis, en 85 hein, déjà. Voilà, avec donc toujours cette présentation par numéro, hein, au niveau des comment dire, des compétences qui sont possédées par le personnage. On a c'est pour ça que la description des PNJ peut sembler un peu étrange. Parce que voilà, on a le grade, l'âge, les caractéristiques et les différentes compétences avec leur niveau, comment dire, le numéro de la compétence et à côté le niveau de la compétence. C'est assez étrange. Voilà. Donc on en a un petit peu pour tous les goûts hein, dans les scénarios qui nous sont proposés. Donc scénario plus action, plus on va dire un peu plus diplomatique. Donc le scénario de l'astéroïde est un scénario lui plutôt très classique, mais très classique dans le genre science fantasy. Là, donc le cas de l'ambassadeur trop protégé, c'est un scénario plus protection diplomatie, évidemment. Voilà, le dernier des Kandars, c'est plus découverte d'une civilisation extraterrestre.
extraterrestre, pardon. Et le scénario marine, lui, c'est le scénario découverte, exploration d'une planète océan. Voilà. Donc vous voyez, on a, on va dire, vraiment quelque chose de très très classique qui vous est proposé. Il y a même à la fin, pour l'époque, et c'est assez... tous les clubs de jeux de rôle qui existaient à l'époque, dans les années 80, qui vous sont donc donnés voilà, avec une carte de France, avec les différents départements dans lesquels il y avait justement un club de jeux de rôle. C'est assez intéressant à voir. Et donc, comme je vous disais, des errata et des règles supplémentaires en intro. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était paru en 85. Ensuite, les suppléments les plus importants, évidemment, donc qui datent tous les deux de 87. Les deux volumes ont dû sortir de près ou de loin la même année, pas longtemps d'intervalle. Donc là, on est dans des formats plus format beau livre, toujours quand même chez Robert Laffont, hein. Mais on est vraiment voilà, dans des très très beaux ouvrages. Euh, voilà. En plus, moi j'avais eu la chance de rencontrer Manchou. Il m'avait fait une dédicace. Voilà, il m'avait fait un joli vaisseau sur mon édition. J'en suis très fier. Voilà. Et je peux. Donc, c'est le premier opus, lui, donc, qui fait à peu près donc, là 98 pages. On peut dire une centaine, hein, voilà. Donc là, on nous présente beaucoup plus l'univers. Donc c'est vraiment, si vous avez le bouquin de base, bah, il faut avoir de toute façon les encyclopédies galactiques si vous voulez, on va dire, développer l'univers. Parce qu'on a l'histoire donc de l'Empire galactique, justement, phase par phase. Parce qu'on joue donc au 80e siècle, c'est dur à dire. Voilà, avec donc, comme je vous le dis, c'est putain de dessins de vaisseaux et de planètes, voilà, l'Empire, avec la planète centrale de l'Empire, la décadence, l'âge d'or, voilà, vous voyez des illustrations qui sont fabuleuses, qui moi je trouve sont certes datées années 80, mais qui je trouve ont encore énormément de charme, qui sont vraiment le reflet de ce qu'on est, de ce qu'on attendait en tout cas, et de tel on voyait la SF en tout cas dans les années 80. C'est sûr que maintenant ça a beaucoup changé. Donc on nous décrit après l'Empire, qui est assez succinct, il y a des articles supplémentaires après justement dans le deuxième tome, l'univers, donc on nous donne même on va dire, des éléments techniques qui sont assez, on va dire, proches de la réalité scientifique, en tout cas de telle on va dire, la voyait à l'époque. Donc évidemment maintenant c'est assez très daté et on a découvert énormément d'autres choses. Le triche-lumière, le fameux, voilà, qui est donc voilà, la psychoperception. Donc il y a quelques secrets évidemment qui sont cachés également derrière tout ça. Voilà, des vaisseaux qui vont donc pouvoir justement, comme leur nom l'indique, tricher, on va dire, avec la vitesse de la lumière et permettre justement de se déplacer plus vite que la lumière. Donc le fameux FTL que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, avec toujours des vaisseaux, avec des designs vraiment que moi je trouve super léchés, très très beaux. Bon après, ça, je sais qu'il y en a certains qui vont pleurer peut-être, qui vont dire les règles donc, de combat spatial, évidemment qu'on a aussi là-dedans. Donc on avait les deux systèmes hein, de triche-lumière, parce qu'il y a deux types de moteurs qui sont proposés. Donc il y a les fameux moteurs Varley, et donc le deuxième système, c'est le système Lewin, ou Lewin, je ne sais pas comment on... Lewin, enfin en tout cas on peut le prononcer je pense de cette manière. Donc deux systèmes avec chacun évidemment leurs avantages, leurs inconvénients. Voilà la production Lewin justement. Avec chacun leur désagrément aussi, hein. Ceux qui connaissent un peu l'univers de Star Trek savent très bien que le voyage, comment dire, en distorsion dans Star Trek n'est pas sans poser des problèmes. Voilà, donc je pense qu'ils sauront de quoi je parle, hein. La chose est déjà abordée, comment dire, assez largement dans Next Generation, mais ils en reparlent après, surtout dans Discovery, évidemment. Voilà. Et un scénario qui clôt l'honneur des corsaires pour des personnages plutôt tournés pirates, hein, parce que donc on peut vraiment jouer tous les genres de la SF, hein. Même si on a comment dire comment dire un univers qui est décrit un peu plus que dans le livre de base. Dans le livre de base, on est beaucoup plus dans un système générique hein, pour faire de la SF. Là, même avec on va dire ce qu'on sait de l'Empire, c'est suffisamment vaste, suffisamment on va dire éclectique pour qu'on puisse jouer tous les genres de la SF
et vraiment développer son univers tel qu'on l'entend. Alors, pour le volume 2, pareil, c'est le même format, même chose, donc là un petit peu plus, 120 pages, avec donc une nouvelle fiche de personnage qui est un peu plus pratique. Donc voilà, là où ils ont mis en place les règles avancées, justement avec les fameuses icônes, c'est ça dont je parlais, parce qu'ils vont réutiliser le système après aussi. Les fameuses icônes, comment dire, pour déterminer les types de compétences. Voilà. Moi je me souvenais en fait justement du système d'icônes, c'est pour ça que je me disais, tiens, c'est bizarre, il y a les numéros, mais oui, c'est vrai qu'on était dans le livre de base. Mais c'est l'habitude, comment dire, de les voir. Voilà, avec encore une description plus approfondie de l'univers, donc la société galactique, voilà, les différentes castes. C'est donc là-dedans, également après cette description supplémentaire de l'univers, que vous allez avoir les règles avancées donc pour les classes de personnages, comme je vous disais. Donc voilà, on décrit en plus encore de l'équipement, la santé, les carrières de guilde, donc grade 4 à 6. On vous décrit évidemment ce qu'on peut avoir on va dire en plus, en augmentant, en progressant dans sa carrière. Donc voilà, pour chacune justement des classes, donc là pour le Naviborg par exemple, les diverses spécialités, etc. etc. Il y a donc le justement système qui je crois est également exposé, si mes souvenirs sont bons, j'ai un doute là-dessus. Mais voilà, au départ c'est présenté comme un système optionnel qui permet, on va dire, de simplifier un petit peu. Voilà. Et en fait, ça permet de faire la transition justement entre la première et la deuxième édition du jeu. Donc voilà, ce système d'icônes en question, avec les compétences, avec des, euh, comment ça s'appelle, des icônes, c'est issu, comment dire, du système de deuxième édition, donc le fameux système rôle, si je ne dis pas de bêtises. J'avoue que ça fait longtemps, comment dire, que je ne l'ai pas lu et pratiqué. Voilà. Et donc, on a également là-dedans, donc description encore en plus de compétences supplémentaires, de pouvoirs psy, et un scénario qui clôt, on va dire, qui clôt le bouquin. Et comment s'appelle le scénario? Parce que là, on voit pas son titre alors, ouais, voilà, c'est ça, le Kerl de Mélancole. C'est un scénario politique, là, cette fois-ci. Et un nouveau modèle donc de feuille de personnage. Voilà, donc par rapport à la première édition, on change, comment dire, quelque peu de manière de voir les choses. Et donc, on a des caractéristiques secondaires qui sont issues donc justement de certaines comment dire, caractéristiques, évidemment de trois caractéristiques, et on a les icônes qui nous permettent normalement de les reconnaître, et chaque type de compétence est lui-même issu donc de plusieurs caractéristiques dont on va faire la moyenne, si mes souvenirs sont bons. On les ajoute pas, on fait la moyenne, et on rajoute après les niveaux de caractéristiques. Donc c'est peut-être plus simple à utiliser que les numéros. Moi j'ai un doute, parce que voilà, les icônes, c'est vrai que c'est assez visuel, mais à voir, comment dire, si ça, on va dire, ça a augmenté l'efficacité. À savoir que normalement dans la deuxième édition, on ne fait plus, comment dire, donc niveau de compétence plus niveau de caractéristiques multiplié par 2d6, mais on jette en fait normalement de 1 à 5 d6 qui doivent dépendre du niveau de compétence si je ne m'abuse, et on doit faire en dessous, comment dire, de la caractéristique dont ça dépend, de la moyenne de caractéristiques en fonction de la catégorie de compétence. Je crois que normalement ça doit ressembler de près ou de loin à ça. Voilà. Mais moi je me souvenais plus du système de première édition que du système de deuxième, que là c'est sûr je ne l'ai jamais pratiqué. Voilà. Alors, une fois qu'on a terminé avec cette encyclopédie galactique, la même année, comme je vous disais, donc un coffret magnifique, voilà, qui est plutôt plein à craquer. Alors, le- la couverture sert d'écran, et à l'intérieur, donc, vous avez encarté, empilé même, je devrais-je dire, les feuilles de personnages. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment un bloc-notes, hein, voilà, avec donc les règles de deuxième édition, comme je vous parlais, avec les fameuses icônes qui remplacent donc les numéros de compétences de la première édition. Voilà, donc ça, avec un dos, comment dire,
pour écrire toutes ces données, on va dire, personnelles, toutes les données personnelles de son personnage. Et on avait à l'intérieur donc trois livres format poche. Donc le livre du joueur, donc avec les règles de création de personnages, donc c'est le chapitre que je vous avais montré dans le livre de base. C'est quasiment inchangé, hein. Il n'y a vraiment que le système de résolution qui a été modifié, et donc ce fameux système d'icônes. Le livre du maître du jeu, où donc on a également la même chose avec le fameux scénario les pirates de la Malle de Géant. On est vraiment dans la même présentation, hein. C'est juste la mise en page qui a changé évidemment pour passer en format poche. Mais globalement, voilà, on a la même chose. Donc, par contre, évidemment, la définition de certaines illustrations en perd un peu. Ce qui fait que la première édition est quand même beaucoup plus belle pour rendre, en tout cas, mettre en valeur les illustrations de Manchu. Donc voilà, le livre du rôle, pareil, hein, donc on a la même présentation, sauf que là, évidemment, on a changé la codification puisqu'on a changé le système de résolution. Euh, mais globalement, on reste sur la même chose. Et comme je vous disais, un troisième ouvrage qui est le petit donc, scénario L'Astéroïde, qui était repris donc, voilà, dans Frontières de l'Empire. Il est en format poche, donc un livre de poche de 80, quasiment 100 pages, où on nous présente également diverses petites choses en plus que sont voilà, la vie quotidienne. De toute façon, on nous reprend également un petit peu les mêmes aspects. Voilà. Et le scénario, lui, est un peu en deuxième partie, quoi. Après, justement, quelques petits aspects sur le background qui nous sont donnés à usage, plus à l'usage, comment dire, du scénario en question. Et après, comme d'habitude, la pub, comment dire, pour les autres ouvrages de chez Robert Laffont. Le listing, comment dire, des ouvrages disponibles. Donc on a également les aides de jeu, voilà, présentés comme ceci sous forme de feuillets. Il y en a quand même pas mal. Donc là, au moins, on n'a pas eu besoin trop enfin, ils ont été quelque peu découpés, j'ai l'impression. Enfin, ils étaient, comment dire, en format bloc probablement, parce que je le vois là, au niveau que c'était en bloc. Et ils ont été découpés, mais bon, ils sont complets, hein. Sur ce point, j'ai pas à être, comment dire, déçu, comment dire, par la version que j'ai pu retrouver. Et donc un autre feuillet avec donc le dernier des Kandar, donc là le scénario en question avec comment ça s'appelle, ces aides de jeu, comment dire, du scénario, qui d'ailleurs il est le dernier des Kandar, il est dans quel bouquin est-ce qu'il a été remis dans le livre du maître du jeu? Ça doit être peut-être probablement, parce que j'ai vu qu'il y avait en effet les pirates de Gion, mais il y a peut-être aussi un deuxième scénario. Ça, je ne m'en souvenais plus. C'est peut-être après. Plan numéro 4. Je revérifie en même temps. Non, non. Alors ça veut dire qu'il y a les plans, comment dire, du livre, mais ou alors il y a un deuxième. Le deuxième est peut-être juste après l'astéroïde. Ça, je ne m'en souviens réellement plus, j'avoue, là. Je suis pris quelque peu de cours. Moi, je me souvenais qu'il y avait tel ou tel scénario dans. Ben non, il n'y a que l'astéroïde qui est dans celui-ci. Bon. Donc, ça veut dire que j'ai des plans, comment dire, pour un scénario qui est, on va dire, dans le recueil, ici. C'est assez étrange. Si vous vous souvenez pourquoi ça avait été fait comme ça, vous me le direz. Et je vous montre tout de même, avant de terminer, donc ça servira d'écran. Voilà. Donc écran de jeu, hein, qui est plutôt en plus grand format, hein, là, franchement. C'est un 3 volets, mais c'est écran format donc grand livre, hein, c'est même pas format livre, on va dire 21-29-7, hein, donc on a vraiment affaire à quelque chose d'assez grand. Voilà, il y aurait peut-être mieux valu, on va dire, le mettre en format paysage plutôt que donc en format portrait. Mais bon, voilà, donc ça c'était pour la présentation de ce coffret qui, franchement, je préfère vous le dire, sera quand même assez compliqué, voire très très dur à trouver, complet. Par contre, les livres existent en poche. Tous les livres, évidemment, que je vous ai montrés, là, les 3 livres, existent en format poche, et ceux-là, ils sont encore, je pense, trouvables.
Donc l'astéroïde plus donc le cas comment dire de l'ambassadeur bien protégé, il existe également en format poche, ça c'est à peu près sûr, je l'ai déjà vu. Mais comme on va dire je l'avais dans le recueil, je l'ai pas racheté en format poche. D'ailleurs, pour ceux qui savent, généralement, ils le vendent pas du tout à un prix très intéressant, la plupart du temps, pour un bouquin poche en fait. Donc voilà, méfiez-vous quand même à ne pas, on va dire, payer un peu trop cher ces versions-là. Mais par contre, évidemment, si vous retrouvez comment dire le fameux coffret en question, bon voilà le plastique autour il se débine de partout. Donc là c'est assez lisez la baleine. Il est vraiment pas là moi il est cuit quoi en fait hein, avec le temps. Il a dû probablement subir la chaleur et le soleil, ce qui n'a pas empêché que moi les bouquins à l'intérieur ont été bien protégés. Mais globalement, non, le plastique n'a pas vraiment bien survécu, autant contrairement aux livres qui eux sont encore plutôt pas mal. Hein. Voilà. Et globalement, comme c'est des romans, ils peuvent avoir survécu autant s'ils ont été correctement entreposés dans une bibliothèque. Voilà. Ben voilà, c'est à peu près l'essentiel que j'avais à vous dire sur justement Empire Galactique, qui est un jeu que je connais plus par nostalgie et pour l'avoir vraiment, on va dire, lu et feuilleté, je ne l'ai pas maîtrisé. Mais voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup inspiré par contre. J'y fais assez souvent référence, surtout aux encyclopédies galactiques, quand je veux faire comment dire, du space opéra. Donc moi, si jamais j'avais à vous conseiller un truc, bah, ça serait comment dire justement de trouver les encyclopédies galactiques. Par contre, vous n'allez pas les trouver à un bon prix. Ça vaut une fortune maintenant si on veut les trouver en bon état. Je sais que j'ai comment dire, un ami comment dire, québécois du Discord qui se les a achetés il n'y a pas très longtemps et voilà, c'était 100-150 euros, je crois, l'unité. Voilà, ça pique un peu, surtout en plus il faut les trouver en bon état, hein, parce que la plupart du temps c'est des livres qui sont, je dis pas qu'ils sont fragiles, mais si les gens ne les ont pas respectés, ça a pu, on va dire, être assez gênant. Enfin du moins ils peuvent être dans un état, comment dire, pas très sympathique. Là moi ça va, je les trouve qui sont plutôt en plutôt bon état. J'en ai eu un autre exemplaire qui lui était plus abîmé, j'ai réussi à le remplacer. Euh, voilà, mais bon, c'est ça. La collection, ça, malheureusement, c'est essayer de trouver au meilleur prix, dans le meilleur état possible, comment dire, des ouvrages assez anciens. Et cela, comme je vous dis, 84, 87, ça nous rajeunit pas, comme dirait l'autre. Hein. C'est vrai que je le dis assez souvent, mais ça, c'est quand même des bouquins d'un âge qui paraît assez énorme, assez, on va dire, ancien, très ancien pour ce qui nous concerne. Donc voilà. Donc moi ça m'a fait en tout cas très plaisir de vous le présenter. J'espère que vous aussi vous aurez l'occasion peut-être de vous y replonger. Comme je vous dis, vous pouvez le trouver vraiment gratuitement sur le site donc d'Empire Galactique, donc je vous mettrai en description. N'oubliez pas non plus, je le répéterai jamais assez, voilà, mettez les commentaires si vous avez des petites choses à rajouter, parce que voilà, je ne suis pas un spécialiste hein, d'Empire Galactique. Moi j'ai les livres, je les ai collectionnés avec passion, je les ai feuilletés, mais je ne les ai pas testés en cours de jeu. Donc si vous savez quelques petites choses, si vous avez des petites choses à préciser, voilà, on est une communauté, on est là, on va dire, pour partager des choses. Moi, je vous partage ce que j'ai, ce que je connais. Après, comme je vous dis, je ne peux pas connaître tous les jeux à 100%, j'en ai trop, j'en ai 400, donc ça serait un petit peu dur de pouvoir tous, on va dire, les connaître à fond. Il y en a certains que je connais à fond, et ceux-là, je vous les ai déjà présentés. Mais là, voilà, c'est un jeu en tout cas qui, moi, me tire surtout, comment dire, vraiment des sentiments et des larmes de nostalgie. Parce que voilà, c'est un des premiers jeux que j'ai fréquenté avant de savoir ce que c'était réellement exactement que le jeu de rôle. Et qui voilà, mais surtout comment dire, agréable par on va dire, le travail qu'a fait comment dire, son illustrateur sur l'univers pour lui donner toute sa dimension comment dire, visuelle et qui est vraiment un travail prodigieux. Et donc sur ce point, bah, voilà, encore chapeau Monsieur Manchou. Et continuez encore longtemps comment dire, à nous émerveiller avec vos œuvres de SF, puisqu'il en fait encore. Et voilà. Et donc, bah, si vous voulez aller découvrir son travail, n'hésitez pas aussi voilà, à taper Manchou, aller sur sa page. Il a une page Facebook, hein, je présume. Et il expose toujours comment dire, ses œuvres. Voilà. Donc,
Je pense qu'il y a de quoi vraiment s'inspirer de son travail si vous êtes amoureux aussi de la SF. Je sais que voilà, la SF, c'est pas forcément un genre qui est le plus couru parmi nous pour ce qui est le jeu de rôle, en tout cas en France. Ça commence à être un genre qui commence un petit peu à partager, à grappiller quelque part de marché, si je puis dire, aux Medfans. Mais c'est pas non plus, on va dire, l'univers, malheureusement, je dirais, qui soit le plus représenté. Alors que pourtant, voilà, il mériterait très largement d'être très bien représenté parce que bah, voilà, l'ASF, c'est un univers, je pense, enfin un genre d'univers qui nous permet vraiment de faire tellement de choses intéressantes, de mettre en place tellement on va dire, de questions, de problématiques, de thématiques qui dépaysent, qui donnent envie, comment dire, de se plonger dans énormément de problèmes et de les résoudre, évidemment, qui sont très en accord en plus avec la plupart du temps notre actualité, plus que le Medfan. Hein, il faut quand même se le reconnaître, puisque voilà, c'est l'avenir de l'humanité qu'on essaye d'imaginer d'une certaine manière dans toutes ces œuvres justement de SF. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce genre et ce jeu-là parmi les genres, le genre SF. Qui va, comme je vous dis, c'est un grand panel. Hein. On peut aller, comme je vous dis, de la space fantasy jusqu'à vraiment au space op ou comment dire, à la SF plus hardcore, plus on va dire vraisemblable, si je puis dire, ou transhumaniste. Alors là, c'est vrai que le transhumanisme n'était pas forcément prévu, on va dire, à l'époque, même si bon, il y a quand même déjà pas mal de cybernétique dont il est fait. Dont il est question là-dedans, en particulier voilà, le Naviborg est quelqu'un qui est soutenu, on va dire, par pas mal d'implants justement pour qu'il puisse faire comment dire, son travail un peu à la voilà, lui il n'a pas d'épices comme dans Dune, comme un navigateur, donc voilà, lui il est soutenu par des machines. Voilà, comme pour vous dire que il y a quand même un petit peu de Dune là-dedans, mais pour le prendre plus à contre-pied. Comme je vous dis, c'est plus voilà, plus à fondation qu'il faut penser quand on pense, on va dire, aux références majeures que sont celles voilà, d'Empire Galactique. Donc voilà, c'était Magna Magister donc pour cette vidéo de la semaine sur Empire Galactique que je voulais faire depuis longtemps. J'espère que ça vous plaira et puis donc voilà, rejoignez-nous, n'hésitez pas, voilà, et rejoignez la chaîne pour qu'enfin enfin on puisse avoir la plus grande visibilité possible pour notre communauté Discord et moi aussi pour que mon travail soit valorisé et que j'ai envie, comment dire, de continuer à vous présenter les jeux parce que voilà, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile d'avoir le temps, comment dire, de prendre le temps de vous tourner ces vidéos, même si c'est pas dans les meilleures conditions, avec la meilleure qualité technique. Je fais tout mon possible pour vraiment vous donner ma passion et c'est ça qui, on va dire, me fait bouger, me fait en tout cas me fait me dégourdir au maximum pour justement vous donner cette envie. Et donc j'espère qu'on se retrouvera donc pour de nouvelles aventures, pour d'autres vidéos et des lives j'espère à venir si je suis en mesure donc de pouvoir continuer les lives de manière régulière. Voilà, je vous dis donc à bientôt, c'était Magna Magister pour Empire Galactique. Ciao et donc jouez bien et surtout jouez à des jeux de SF et si possible à Empire Galactique, hein. Après tout c'est gratuit.